Que signifie la fake news du journal français Libération sur le prétendu tir contre l'aide de camp du président malien Assimi Goïta? Nous sommes le samedi 12 novembre 2022. Votre serviteur voudrait vous parler pendant quelques minutes d'une fake news extrêmement étrange, une fake news extrêmement curieuse qui a été diffusée, abondamment diffusée par le quotidien français Libération, selon laquelle, fake news selon laquelle l'aide de camp du président Assimi Goïta, président du Mali, aurait été atteint par un tir dans l'enceinte du palais présidentiel de Koulouba à Bamako. Information qui s'est avérée fausse. Information qui ne s'est pas avérée du tout. Mais nous, en tant qu'analystes politiques, fils de l'Afrique, nous voulons amener les autorités maliennes, le peuple malien et les Africaines et les Africains à analyser ce qui se cache derrière la fake news du quotidien français Libération, annonçant que l'aide de camp du président du Mali aurait été atteint par un tir le 2 novembre 2022 dans l'enceinte de l'espace du palais présidentiel du Mali à Koulouba. Il y a beaucoup d'enseignements qui se cachent derrière cette fake news. Et l'analyste politique de l'Afrique des libertés que je suis ne pouvait pas laisser passer cette occasion pour éveiller davantage les consciences. Je vous salue et je vous remercie, mes amis. Il est 22 h en France et 11 minutes. Je vous remercie de protéger et de partager cette émission de haute importance. Que signifie la fake news du quotidien français Libération à propos d'un tir qui aurait atteint dans l'enceinte du palais présidentiel l'aide de camp du président Assimi Goïta? Protégez cette émission et partagez cette émission si vous voulez comprendre la signification profonde de cette nouvelle mensongère du quotidien français Libération. Aïcha Kone, ouvre-nous le chemin. Mama Africa. Protégez et partagez cette conversation. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et partagez la vidéo. Dédicace à mon jeune frère et camarade, Soulé de Paris, Soulé Traoré, le bombardier B-52 qu'on appelle encore Koro Bigbi. Je sais qu'aujourd'hui était le jour où le Tout-Puissant a voulu qu'il vienne parmi nous sur cette terre. Soulé Traoré, eh bien, bon et heureux anniversaire, mon jeune frère, mon cher camarade, vibrant défenseur, eh bien, de la cause de la liberté des Ivoiriens, de la cause de la liberté des Africains sur la place diasporique de Paris. Soulé de Paris, sois béni, jeune frère. Que le Tout-Puissant et nos ancêtres angélisés, eh bien, déversent sur toi, sur ta descendance, sur tes proches, leurs grâces infinies. Porte-toi bien, de tout cœur. C'est ta petite surprise, dédicace à toi, serviteur de la vérité justice,
fils de la Côte d'Ivoire, fils de l'Afrique, Soulé de Paris, mon jeune frère, mon camarade bien-aimé, Koro Bigbi, bombardier B-52. Je te dédie cette conférence du soir. Il est 22 heures et bientôt, 15 minutes en France. Lorsque j'estime important, avant de me confier à Orphée et à Morphée, de commenter un point d'actualité qui pourrait échapper dans sa signification et dans sa portée à beaucoup d'entre nous. Une fake news diffusée par l'un des journaux les plus importants de la place de France depuis très longtemps, le journal Libération, mais qui appartient désormais évidemment à l'oligarchie financière qui contrôle l'essentiel de la presse française. Vous savez, l'essentiel de la presse française est contrôlé, la presse privée j'entends, est contrôlée par 5 milliardaires. Vous voyez des dizaines, des trentaines et même des centaines de titres de presse. L'essentiel de la presse française est possédé par 5 milliardaires. Et Libération, qui fut fondée dans le cadre du combat d'émancipation de la gauche française et de la gauche internationale, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'agit d'un quotidien néo-bourgeois, un quotidien financé par le capital et qui n'a plus rien à voir avec la lutte d'émancipation de la gauche française et de la gauche internationale. C'est un quotidien comme les autres. Je commence par donner cette précision afin que vous compreniez pourquoi le gouvernement malien, dans sa profondeur, a écrit le nom de ce quotidien en le mettant entre guillemets. Entre guillemets. Nous allons lire et commenter le communiqué du gouvernement malien. Mes chers amis, vous êtes d'ores et déjà ici, bientôt 1000 en direct sur YouTube. Vous êtes déjà près de 730 en direct. Eh bien, sur Facebook. Est-ce que vous avez pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo pour protéger ce que nous disons? Est-ce que vous avez pensé à partager une fois? Si vous l'avez fait, nous pouvons, sans plus tarder, commencer nos travaux en annonçant le plan de cette intervention du soir. Dans cette intervention, je vais commencer par rappeler les propos tenus par le quotidien français Libération, des propos extrêmement graves, tenus sans utilisation du verbe au conditionnel, sans hésitation, des propos d'un quotidien qui prétend détenir l'information, selon laquelle le 2 novembre 2022, l'aide de camp du président Assimi Goïta a subi un tir dans l'enceinte du palais présidentiel de Koulouba. Un tir qui aurait, nous dit le quotidien Libération, été effectué par un sniper qui n'a pas été arrêté. Et le quotidien Libération de dire qu'il a recueilli le témoignage de témoins qu'il ne cite pas. Témoins de la scène. C'est assez curieux. Nous allons commencer par donner lecture de cet article et souligner dans l'article de Libération des choses qui sont troublantes et inacceptables. Des choses suspectes qu'il y a dans ce quotidien. Ça, c'est le premier travail que nous allons faire. Deuxième chose, nous allons donner lecture du communiqué du gouvernement malien, sorti hier, dans la soirée, si je ne m'abuse. Le Premier ministre par intérim, porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, a remis les pendules à l'heure, en rappelant que c'était une nouvelle fausse, c'était une fake news, et en soulignant que le Mali n'en est pas à sa première expérience de victimes d'intoxication venues de la presse parisienne, de la presse de la France-Afrique. Puis, dans un troisième et dernier moment, votre serviteur va vous donner une analyse de la signification de cette fake news. Donc d'abord, je vais restituer la fake news, restituer le communiqué du gouvernement malien, et puis dans un troisième moment, je vais entrer dans une analyse pour vous donner la signification de cette fake news. Parce que ce n'est pas une fake news comme toutes les autres. Vous savez, il y a deux cas à propos des fake news. Premier cas, vous reproduisez une information. Quand vous découvrez qu'elle est fausse, vous êtes les premiers à vous précipiter pour dire c'est faux. Je me suis trompé. J'ai été trompé. Je me suis trompé de bonne foi. Je croyais que c'était vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle la fake news involontaire. Il y a un deuxième cas. Vous répandez une fake news et vous ne démentez pas. Dans ce deuxième cas-là, ça veut dire que vous avez répandu exprès cette fake news dans un but qui reste à préciser. Je recommence. Une deuxième fois.
Quand il y a une fake news, il y a deux cas. La fake news involontaire, c'est-à-dire que celui qui diffuse l'information, eh bien, n'a pas de certitude et à un moment donné, il reconnaît très rapidement qu'il s'est trompé et que ce qu'il a dit, il reconnaît que ce qu'il a dit n'était pas fondé. Alors il publie un démenti, il publie un mea maxima culpa, il publie une lettre d'excuse. N'est-ce pas? Deuxième cas, quand vous voyez quelqu'un qui balance une fake news et qui ne revient jamais démentir, reconnaître qu'il a menti, reconnaître qu'il s'est trompé, c'est que en fait, cette fake news avait pour but de provoquer certaines conséquences. Or, dans le cas d'espèce, à ma connaissance, en ce samedi 12 novembre 2022, le journal Libération n'a pas publié un article pour reconnaître qu'il s'est trompé, qu'il a trompé son audimat, qu'il a trompé ses lecteurs. Le journal Libération, eh bien, reste cramponné à sa fake news. Ce qui veut dire donc que nous devons interpréter ce cramponnement, cette persistance, cette persévérance, cette obsession comme étant en réalité un acte qui fait partie d'une stratégie. Un acte qui fait partie d'une organisation ayant pour but d'atteindre certains objectifs que nous allons donc vous révéler, que nous allons vous dévoiler, afin que nul n'ignore que cette fake news, en réalité, est un message extrêmement riche. Vous allez voir, c'est un message plein d'informations. Mes chers amis, voilà le plan de notre intervention. Si vous êtes d'accord, nous commençons avec le premier moment, l'article de Libération. Qu'est-ce que Libération a dit? Qu'est-ce que Libération dit à propos, eh bien, de ce qui s'est passé au Mali? Donc, je prends ici Libération, Mali, Tir, Koulouba. Je vais directement sur Google et je cherche. Hop, j'arrive dessus. L'article est là, il a été publié hier. Le voici. Il s'appelle Info Libé. Donc, ils n'ont pas encore démenti. D'accord? Voici ce que dit l'article. Au Mali, l'aide de camp du colonel-président Goïta, blessé par balle. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. C'est encore sur leur page. Je n'invente rien. Mercredi 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel-président Assimi Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba à Bamako. Et on met en bas, 2 témoins évoquent un sniper qui aurait fait feu avec précision et à une certaine distance du palais présidentiel avec l'intention de tuer. L'article continue. S'agit-il d'un avertissement visant le président du Mali ou d'un règlement de compte entre militaires? Selon nos informations, le 2 novembre, vers 18 h, alors qu'il quittait le palais présidentiel de Koulouba, situé sur une colline de Bamako, le capitaine Souleymane Traoré, aide de camp du colonel-président Assimi Goïta, a été la cible d'un tir. Une balle l'a atteint au niveau du thorax. Blessé, l'homme a survécu grâce à son gilet pare-balles, freinant l'impact du projectile. L'incident a été confirmé par 3 sources sécuritaires distinctes auprès de Libération. 3 sources sécuritaires. Il subsiste néanmoins de nombreuses zones d'ombre concernant les circonstances de cet attentat et les motifs du tireur. L'auteur du tir n'aurait pas été appréhendé selon l'une des sources. 2 témoins évoquent ainsi un sniper qui aurait fait feu avec précision et à une certaine distance du palais présidentiel avec l'intention de tuer. Un modus operandi militaire qui laisserait penser que l'assaillant était un tireur entraîné, pointant dans la direction d'un renégat de l'armée malienne ou d'un soldat membre d'une faction opposée à la junte actuellement au pouvoir à Bamako. Voilà les seuls qui, selon eux, peuvent tirer. Hein. Si la thèse d'un attentat terroriste commis par l'un des groupes djihadistes actifs dans le pays ne peut être écartée pour le moment, elle semble à ce stade hautement improbable. Donc on écarte les terroristes, ils n'ont rien fait. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, selon son acronyme en arabe, affilié à Al-Qaïda ou l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, les 2 organisations djihadistes prépondérantes au Mali privilégient habituellement les attaques de masse, parfois kamikazes. Leurs attentats avec Kalachnikov et explosifs ont pour cible les restaurants, des hôtels ou plus récemment le camp militaire de Kati,
près de Bamako, le 22 juillet. Ils n'ont jamais jusqu'à présent commis d'assassinat ciblé sur les hauts dirigeants, de surcroît au cœur de la capitale. Par ailleurs, l'absence de revendications sur les canaux djihadistes habituels rend cette hypothèse peu plausible. D'habitude prompte à dénoncer publiquement les tentatives d'assassinat sur les figures du régime, comme celle ayant visé Assimi Goïta le 20 juillet 2021, ou les tentatives supposées de coup d'État contre les colonels novembre 2021 et mai 2022, les autorités maliennes de transition sont restées extrêmement discrètes sur cette affaire, cette tentative de meurtre d'un proche du chef de l'État. Le poste d'aide de camp, bien que parfois honorifique, n'en est pas moins un travail à plein temps, assimilable à celui d'un assistant de direction. Les personnes qui occupent ce rôle, comme le capitaine Souleymane Traoré, ne sont pas choisies au hasard. Elles vivent au plus près du chef, sont au courant de son agenda, les côtoient dans l'intimité et ont accès à des appréciations de situations privilégiées, recueillant pensées et confidences des officiers qu'elles servent. Contactée par Libération, la présidence n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement de transition dément totalement les faits, évoquant un article prémédité par des forces obscurantistes ne visant qu'à provoquer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces. L'attentat raté trahirait-il des dissensions au sein de la junte? Tandis que les colonels au pouvoir à Bamako ne cessent d'évoquer une montée en puissance des forces armées maliennes sur le terrain, les djihadistes multiplient les offensives dans le nord et le centre du pays. Dans la région de Gao, l'absence de résistance des soldats maliens face aux avancées djihadistes force les anciens groupes de rebelles Touaregs à faire barrage à leur place afin d'éviter la prise de la ville de Ménaka. Il y a quelques mois, des soldats maliens avaient dénoncé dans une vidéo les conditions d'entretien déplorables de leur camp et de leurs équipements. Une grogne qui aurait trouvé chemin jusqu'à la capitale? Selon une source proche de l'armée malienne, ce tir contre l'aide de camp ressemble beaucoup à un avertissement destiné au président Goïta. Fin de citation de l'article. Cet article a été actualisé aujourd'hui, le 12 novembre 2022 à 7 h du matin, après la publication du communiqué de démenti du gouvernement de transition malien. Voilà ce que dit Libération. Ça veut dire que Libération, malgré le communiqué de démenti, maintient son information. Ils maintiennent leur fake news, alors même qu'on leur a dit que c'est une fake news. Puisque l'article a d'abord été publié le 11 novembre, et ensuite, il a été modifié pour ajouter que le gouvernement malien a démenti, mais en même temps pour maintenir que c'est le gouvernement malien qui ment et que c'est Libération qui dit la vérité. Ce qui fait que nous sommes donc certains que Libération maintient sa fake news, tient à sa fake news, veut imposer à l'opinion sa fake news. Mais restons sur l'article que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il y a de suspect dans l'article que nous venons de lire? D'abord, ce qu'il y a de suspect, c'est que Libération ne donne aucune preuve. Je dis bien aucune preuve. Libération évoque des témoins, mais aucun témoin précis. On commence pour vous montrer que ça, c'est un papier nul et creux de Libération. Ils n'ont aucune preuve. Deuxième élément suspect. Libération prétend avoir des sources militaires. C'est-à-dire que le quotidien Libération prétend avoir des entrées dans l'armée malienne, être en contact avec l'armée malienne. De la part d'un journal, c'est curieux. Qu'est-ce qui se passerait si des journaux maliens avaient des contacts à l'intérieur de l'armée française et se mettaient à parler de ce qui se passe en France en disant que eux, ils sont en contact avec des officiers, des généraux, des colonels, des capitaines français. Ils sont en contact avec des bases militaires françaises. Et que c'est là-bas qu'on leur a donné cette information. Qu'est-ce qui se passerait dans l'opinion française en général et dans l'élite politique française si des journaux africains prétendaient avoir des informations qui leur sont données par des officiers, par, des militaires français? Ça, c'est le deuxième élément. Libération prétend avoir accès aux renseignements généraux du Mali. Avoir accès à des informations militaires maliennes. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un journal normal? Non. C'est le comportement d'un journal barbouzard. On continue. Troisième élément très important. Libération examine toutes les hypothèses. Toutes les hypothèses qui, de son point de vue, peuvent permettre d'identifier le tireur supposé.
Libération exonère les terroristes. Donc les terroristes, s'ils ont un sniper, les terroristes, s'ils ont un sniper, ne vont pas tirer sur l'aide de camp du président Goïta. S'ils ont un sniper, ils ne vont pas chercher à tirer sur le président Goïta. Donc Libération écarte la piste terroriste. Ils n'ont rien fait, ce n'est pas eux. Libération ne retient que deux pistes. Soit une faction, donc une rébellion malienne, qui aimerait tuer le président Goïta, soit une dissension à l'intérieur du régime du président Goïta. Bref, en réalité, Libération suggère que l'armée malienne se prépare à faire un autre coup d'État contre le président Goïta. Bref, que l'armée malienne est divisée. En réalité, ça veut dire que Libération veut diviser l'armée malienne. Libération veut semer la suspicion dans l'armée malienne, n'est-ce pas? Incontestablement. Mais, écoutez, pourquoi Libération ne peut pas évoquer le fait que, puisque le colonel Goïta est considéré comme l'adversaire de la France, mais la France aussi pourrait vouloir l'éliminer? Est-ce qu'on n'a pas vu l'armée française éliminer Kadhafi? Est-ce qu'on n'a pas vu l'armée française tuer Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958? Est-ce qu'on ne l'a pas vu aller empoisonner Félix Roland Moumié? Les services français n'ont-ils pas empoisonné le leader de l'opposition camerounaise, Félix Roland Moumié, le 3 novembre 1960 à Genève, par William Bechtel de la SDES? Est-ce que même le président François Hollande n'a-t-il pas reconnu dans un livre récemment publié, intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », n'a-t-il pas reconnu qu'il a ordonné des opérations d'élimination personnelle, ce qu'on appelle les opérations homo? Donc, on peut s'étonner qu'un quotidien, qui plus est, prétendument de gauche, un quotidien qui est au service de l'émancipation des peuples, ne soit pas capable de noter que une partie des crimes politiques, une partie non moins importante des crimes politiques commis contre les dirigeants africains sont des crimes français. Je recommence ce point-là. C'est là où vous vous rendez compte que ce n'est pas du journalisme qu'ils font. Ce n'est pas du journalisme qu'ils font. Ils font de l'intoxication, ils font de la désinformation. Parce que même quand il leur faut raisonner logiquement, ils ne se rendent pas compte que, logiquement, il y a une hostilité du régime français actuel envers le régime malien, et que si on doit citer les forces qui aimeraient voir disparaître Assimi Goïta, on est obligé de citer les forces que le régime d'Assimi Goïta a fait quitter le Mali. Les forces auxquelles le régime d'Assimi Goïta a fait quitter le Mali. Donc, vous voyez les gens qui analysent des hypothèses sur des attaques contre le président Assimi Goïta, contre son gouvernement, et ils excluent complètement que, des forces françaises s'impliquent là-dedans. Alors qu'on a vu les forces françaises assassiner Kadhafi, détruire la Libye. On les a vus tirer en novembre 2004 sur des Ivoiriens à l'hôtel Ivoire. On les a vus tirer en novembre 2021 sur des Nigériens et des Burkinabés. On les a vus tirer. On les a vus tirer en 1944 à Tiaroy sur des Sénégalais. On les a vus tirer un peu partout en Afrique et on les a vus massacrer des Africains. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un quotidien qui est supposé être de gauche ne soit même pas capable d'imaginer que cette hostilité peut aussi être comptée parmi les hypothèses? Ils éliminent les terroristes de l'hypothèse de ceux qui pourraient vouloir tirer sur le colonel Goïta ou sur ses proches, bien sûr. Et il n'y a que les militaires maliens, il n'y a que des militaires maliens, il n'y a que des rebelles de l'armée malienne qui sont soupçonnés. Et ils appellent ça une analyse. S'ils voulaient faire une analyse a priori, ils citeraient, bien sûr, comme c'est ce qui les arrange, des rebelles possibles ou alors des officiers félons, des soldats félons possibles dans l'armée malienne. Ok, d'accord, ils ont tout à fait le droit d'imaginer que ce soit possible parce qu'il n'y a pas d'armée qui soit essentiellement composée de saints ou de gens solidaires envers une révolution. Ils citeraient les terroristes parce que, évidemment, les terroristes d'Al-Qaïda, ils ne louperont aucune occasion d'essayer d'attenter à la vie du président Assimi Goïta. Ils les citeraient s'ils étaient sérieux. Et ils citeraient les forces françaises qui sont hostiles au régime d'Assimi Goïta. Et là, on dirait que c'est une analyse objective. Parce que très clairement, voilà les différents domaines d'adversité. Ils citeraient, les commandos d'Alassane Draman Ouattara. Ils citeraient les commandos dormants de Mohamed Bazoum au Mali. Et ça, ce serait correct parce que Alassane Draman Ouattara comme Bazoum aimerait bien qu'Assimi Goïta soit éliminé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Leur hostilité constante et permanente contre le régime du président Goïta est visible. Il faudrait même qu'ils citent éventuellement l'hypothèse Macky Sall, parce que Macky Sall est hostile au régime du Mali, puisqu'il est un serviteur de la France-Afrique. Donc si on voulait faire une analyse
Si on voulait faire une analyse vraiment, on va dire intellectuellement honnête, on citerait toutes ces hypothèses-là. Mais voici des journalistes formés probablement en école de journalisme et qui ne citent que les hypothèses qui ont pour but de semer du trouble dans l'armée malienne et qui laissent toutes les hypothèses qui peuvent pointer les responsabilités françaises, les responsabilités ivoiriennes, les responsabilités nigériennes, les responsabilités de l'État islamique, les responsabilités d'Al-Qaïda. Non, on élimine tout ça. Ça vient de l'intérieur. C'est typique d'un article ayant pour but l'intoxication, ayant pour but de semer la division. N'est-ce pas? Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Donc voilà assez rapidement des choses qui indiquent. Alors, et puis le dernier paragraphe est intéressant. Même quand Libération cite le démenti du gouvernement malien, Libération continue et laisse penser que, globalement, la fake news qu'ils sont en train de défendre est un avertissement. Je les cite. Cela ressemble beaucoup à un avertissement destiné au président Goïta. Finalement, qui avertit le président Goïta? Ce n'est pas Libération, ce n'est pas la France-Afrique. Ce ne sont pas les autorités françaises qui sont en froid et même en hostilité avec le régime malien. N'est-ce pas? Qui avertirait le colonel Goïta pour que celui-ci se protège? Non, au contraire. C'est tout à fait dans leur intérêt de faire semer la panique, le désarroi à l'intérieur du régime de transition. Cet article, on le verra plus tard dans la troisième partie de mon analyse, fait partie d'une stratégie de la terreur informationnelle, une stratégie de la guerre informationnelle. Est-ce que c'est bon? Là, je viens juste de vous donner un commentaire à chaud de l'article, de la fake news. Un article sans preuve. Un article où les hypothèses sont rabougries, rétrécies, et où tous les soupçons sont orientés sur l'armée malienne. Et on protège les terroristes, on les exonère, on protège la France, on l'exonère, alors que les terroristes sont des tueurs sous toutes les gammes, et qu'on a vu plusieurs fois l'armée française éliminer des dirigeants africains. Le dernier grand dirigeant africain éliminé par l'armée française, c'est Kadhafi. Et là-dessus, il n'y a pas de doute. L'armée française, l'armée américaine, l'armée britannique, associée avec Al-Qaïda, associée avec l'État islamique, ont tué Kadhafi. On était là. On était là. On a vu. Et ils ont dit qu'ils allaient le tuer et ils l'ont tué. Obama a dit, we will finish the job. Donc, il faut quand même que les Africaines et les Africains aient le courage de la vérité maintenant. Nous avons les réseaux sociaux. Et il faut diffuser la vérité. C'est la seule chose qui puisse nous protéger de la méchanceté de ce monde. Diffuser la vérité et la justice. Éveiller le maximum d'entre nous. Passons à la deuxième partie de mon analyse. Dans la deuxième partie, je vous donne lecture du communiqué du gouvernement. Le gouvernement malien a été très clair pourtant. Vous dites qu'on a tiré sur l'aide de camp du président Goïta. Le président Goïta dit c'est faux. Et vous persistez, vous dites non, c'est vrai. Mais quel est votre intérêt à persister sur quelque chose qu'on vous dit être fausse? Quel est votre intérêt? Bon, le gouvernement malien a donc publié un communiqué qui est sorti hier et qui est extrêmement pédagogique, le communiqué du gouvernement malien. Je l'ai sous les yeux. Le voici. J'espère que chacune et chacun d'entre vous a lu ce communiqué du gouvernement malien. Il est sorti hier. Le communiqué dit ceci. Communiqué numéro 041 du gouvernement de la transition. C'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la transition a pris connaissance d'un article publié le 11 novembre 2022 par le quotidien français Libération, Libération entre guillemets, et visant l'aide de camp de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition dément totalement les faits évoqués par le quotidien français Libération, Libération entre guillemets, qui poursuit des activités subversives des médias mille collines, France 24 et Radio France Internationale, interdits au Mali. En outre, il condamne cette manœuvre non professionnelle, désespérée, éhontée et immorale du quotidien français Libération. Libération toujours entre guillemets. Le gouvernement de la transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes et rétrogrades ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition, en décrivant un scénario macabre, monté de toutes pièces. C'est clair. Le gouvernement de la transition, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine
et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de la transition à atteindre les objectifs de la refondation et de la restauration de la souveraineté du Mali pour le bonheur des Maliennes et Maliens. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 11 novembre 2022. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Bon, l'homme à la parole orthogonale a encore frappé. Voilà un communiqué clair, ce n'est pas un communicaillon. Ce n'est pas une communiquette. Ce n'est pas une communicaillerie. Tout est dit dedans dans l'ordre. Commençons par le contenu du premier paragraphe. La consternation du gouvernement de transition. C'est cette consternation devant cette fake news publiée par Libération qui fait que le communiqué écrit Libération entre guillemets. Pourquoi Libération? Le nom de ce journal est écrit entre guillemets. Parce que, en fait, ce journal devrait s'appeler aliénation, servitude, asservissement, honte. Ce journal devrait s'appeler intoxication. Donc, le gouvernement du Mali, qui est un gouvernement d'hommes et de femmes profondément lettrés, met des guillemets pour nous informer que ceux-là, ils ont à voir avec tout, sauf la liberté. Ce sont des serviteurs de l'impérialisme, du néocolonialisme français, sont des serviteurs de la domination. Ce sont des ennemis de l'émancipation des peuples africains. Par ces petits guillemets-là, c'est ce que le gouvernement malien nous dit, que ceux-là, si vous étiez abonné chez eux, désabonnez-vous. Si vous preniez leurs analyses au sérieux, quittez dans ça. Parce que ce ne sont pas des agents de la libération des peuples. Non. D'où les guillemets qui sont mis des deux côtés. Ce n'est pas de la libération. Ce sont des agents de la servitude, de l'aliénation, du mensonge, de l'intoxication. Ça, c'est l'objet du premier paragraphe. Déjà, ce quotidien-là ne libère personne. Sinon, à la limite, il ne libère que des mensonges. OK. Deuxième paragraphe. Le gouvernement du Mali nous dit que Libération est exactement dans la même logique de subversion que France 24 et RFI, qui ont déjà été interdits au Mali. Donc, il s'agit de protéger l'opinion malienne et africaine contre cette pseudo-communication de Libération, cette pseudo-presse de Libération. Il s'agit de nous dire, ce n'est pas de la presse, c'est de la compresse. Ce n'est pas de la presse, c'est de la dépresse. C'est de la non-presse. D'accord? Si vous étiez abonné, quittez là-bas. Si vous les preniez au sérieux, cessez de les prendre au sérieux. Voilà pourquoi le gouvernement du Mali parle ici d'une presse qui n'est pas professionnelle, c'est-à-dire qui n'a pas de preuve de ce qu'elle affirme. D'une presse qui révèle le côté désespéré de cette tentative d'intoxication, une presse qui ne connaît pas la honte, et une presse qui a perdu toute notion du bien et du mal. Parce que comme nous l'avons vu, j'ai lu devant vous l'article de Libération, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucun début de preuve. Il n'y a aucun début de témoignage attesté de ce qu'ils disent. Ils n'ont même pas les moyens de dire comment eux, à Paris, peuvent être en contact et peuvent avoir suivi les événements qui se déroulent à l'intérieur du palais présidentiel du Mali. Aucune trace d'une telle preuve. Donc en fait, ils inventent des fake news et ils demandent de croire parce qu'ils s'appellent Libération. C'est honteux. Troisième paragraphe. Le gouvernement de transition déduit que cet article est commandité et prémédité. C'est-à-dire que le gouvernement de transition nous dit c'est le même plan qui a été élaboré contre le Mali. Tout faire pour renverser la transition du Mali parce que le Mali a décidé de coopérer avec la Russie dans la lutte contre les terroristes. N'oubliez pas, les autorités maliennes actuelles, le régime de transition du président Goïta, a pris une décision géopolitique et géostratégique majeure. C'est de dire qu'on ne va pas combattre le terrorisme au Mali en s'appuyant sur les puissances qui ont introduit le terrorisme après avoir détruit la Libye et assassiné Kadhafi. Pour que le terrorisme se répande au Sahel, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun, il a fallu l'assassinat de Kadhafi, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Il a fallu donner des armes à Al-Qaïda et l'État islamique, leur permettre d'envahir le Sahel, afin d'imposer aux États sahéliens d'accepter l'aide militaire occidentale, c'est-à-dire la réoccupation du continent, et ainsi le contrôle des faramineuses richesses du Sahel,
et notamment les richesses de la zone des 3 frontières, le Liptako Gourma. La zone frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est l'une des zones les plus riches de la planète Terre. Pour contrôler cette zone, pour chasser les populations civiles de cette zone, afin d'y imposer des bandes armées et ensuite de ramasser l'uranium, le manganèse, l'or, le cobalt, pour ramasser le lithium, pour ramasser du diamant, il a fallu organiser l'invasion terroriste. Les populations fuyant, les bandes terroristes s'installent et on commence à piller le sous-sol. Et on en profite pour imposer la présence d'armées occidentales sur le sol africain au motif de combattre les terroristes qu'on a fait venir. Ce plan est maintenant connu même au plus profond des villages africains. Il est connu dans tous les campements, dans toutes les villes. Ce plan est connu de tout Africain sincère qui fait l'effort de s'informer auprès de serviteurs de la vérité justice, comme moi-même. Tous ceux qui se sont efforcés de lire les bons livres, les vraies enquêtes, de parcourir et d'écumer la véritable littérature, savent que l'Afrique est victime d'un plan de recolonisation déguisé derrière la déstabilisation terroriste. Ils savent qu'il y a un lien intime entre l'impérialisme et le terrorisme. Le terrorisme n'est rien d'autre que le pionnier de l'impérialisme. Les Africains le savent. Bon, le Mali a dit, nous on ne peut pas combattre ces terroristes-ci en nous associant avec ceux qui leur ont permis de venir. Ceux qui ont tué Kadhafi, ceux qui ont cassé la Libye, qui ont armé les terroristes, nous ne pouvons pas nous associer avec eux pour combattre leurs propres suppôts, car jamais nous ne vaincrons. Ils ont organisé tout cela pour nous maintenir dans la terreur, le chaos, et comme ça, on acceptera de brader nos richesses et on restera soumis à leur impérium. Le Mali l'a compris. Voilà pourquoi le Mali a décidé de passer une alliance géostratégique avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays qui n'ont pas participé à la déstabilisation de l'Afrique, pour lutter contre les terroristes. Donc, le Mali dit que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on veut lui faire payer par tous les moyens cette décision fondamentale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris que c'est de ça qu'il s'agit? Donc, quand le communiqué du gouvernement malien dit, et je continue de le commenter, quand le communiqué du gouvernement malien dit, nous sommes au 3e paragraphe du communiqué, 3e paragraphe, le gouvernement de transition déduit que cet article est commandité et prémédité par des forces obscurantistes. Quelles sont les forces obscurantistes? C'est les terroristes et leurs maîtres impérialistes. Ce sont eux les obscurantistes. Et rétrograde, ne visant qu'à créer la psychose et tenter désespérément de déstabiliser la transition en décrivant un scénario macabre monté de toutes pièces. Donc, qui sont les forces obscurantistes et rétrogrades dont parle le gouvernement malien? Ce sont les forces qui ont tué Kadhafi, qui ont détruit la Libye et qui ont permis l'invasion du Sahel. Ce sont les mêmes forces. Celles-là qui veulent imposer les camps militaires occidentaux sur le golfe de Guinée. Ce sont elles les forces obscurantistes et rétrogrades. Elles ont un nom. Et ce nom est documenté par tous les chercheurs français sérieux, tous les chercheurs américains sérieux, tous les chercheurs africains sérieux savent que les bases arrières de l'État islamique et d'Al-Qaïda sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont les grands alliés des puissances de l'OTAN. Ils savent très bien que les deux grandes organisations terroristes ont agi de concert avec l'OTAN pour tuer Kadhafi et déstabiliser la Libye. Et ensuite, ont envahi le Sahel. C'est historique. Tout le monde sait très bien, et même le président Emmanuel Macron l'a dit. En juin 2017, dans une interview au Figaro, il a dit ceci. Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté des États sahéliens faillis, tout le Sahel a failli, et des groupes terroristes qui depuis lors prospèrent. Fin de citation. Emmanuel Macron, juin 2017, dans le Figaro. Il était à peine président de la République française depuis 2 mois, quand il a avoué cela. Dans un autre communiqué d'ailleurs, dans une autre communication, Emmanuel Macron parle de la dette de la France envers la Libye. Il dit que la France doit à la Libye une dette immense parce que c'est la France qui a déstabilisé la Libye. C'est la France qui a détruit la Libye. Mais pourtant aujourd'hui, l'homme qui, à la tête de la France, a détruit la Libye en association avec Obama, en association avec David Cameron, cet homme-là est haut représentant, haut diplomate français. C'est l'ancien président Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, qui est pourtant poursuivi ici en France pour association de malfaiteurs et haute corruption. Mais ce monsieur-là, il a été recyclé comme haut représentant de la France ou au Qatar. Là-bas, dans la base arrière d'Al-Qaïda. Al-Qaïda que nous avons vu reprendre le pouvoir en Afghanistan
à partir de sa base arrière à Doha au Qatar, où tout a été négocié. Les talibans qui sont au pouvoir en Afghanistan, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda qui nous combat en Afrique, là. C'est cette Al-Qaïda qui est au pouvoir en Afghanistan. Et sa base arrière, c'est Doha au Qatar. Ce n'était pas caché. Ils ont fait ça publiquement. Donc aujourd'hui, le Mali a pris une décision qui lui vaut l'hostilité de toute cette organisation qu'il appelle les forces obscurantistes, parce que cette décision remet en cause leur plan. Leur plan, c'était d'imposer leur présence militaire dans tout le Sahel, au motif de lutter contre le terrorisme, en vue de contrôler les faramineuses richesses des Africains. Nous, Africaines et Africains, nous sommes les êtres humains les plus riches de la planète. C'est pour ça qu'on invente les plans les plus sordides, les plus cocasses, les plus inhumains pour nous voler. Ad vitam aeternam. Voilà la vérité. Le Mali l'a compris et le Mali a pris les bonnes décisions. Alors, maintenant, on en vient l'avant-dernier, au dernier paragraphe. Le gouvernement de la transition, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces mensonges, invite la population à rester sereine et la rassure de la volonté inébranlable des autorités de transition à atteindre des objectifs de la refondation et la restauration de la souveraineté du Mali pour le bonheur des Maliennes et Maliens. Bon, le gouvernement de transition dit qu'il sait très bien que l'objectif, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des élections en 2024. Que la transition aboutisse à son objectif. Parce qu'en 2024, celui qui va présider au Mali, ceux qui vont gouverner le Mali, seront l'émanation du peuple souverain du Mali. Ce seront des dirigeants qui aiment le Mali et que le Mali aime. Ce ne seront pas des fantoches, des vassaux, des néocolons, des individus reptilisés. Donc on veut tout faire pour renverser le gouvernement de transition parce que c'est un gouvernement patriotique, un gouvernement panafricain, un gouvernement qui aime son peuple. Vous avez compris? Bon, donc le président Assimi Goïta lui aussi dit, comme je sais qu'on veut tout faire pour nous empêcher d'atteindre notre objectif, je rassure le peuple malien, je rassure toute l'Afrique des libertés, je rassure tous les amis du Mali à travers le monde, toutes les puissances qui sont réellement amis du Mali, que nous, on va aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Et c'est cela qui est signé sous la bénédiction du Tout-Puissant par le porte-parole du gouvernement malien, le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, premier ministre par intérim. Bon, voilà. Donc là, nous avons fini la deuxième partie. Je vous ai lu le communiqué en le réexpliquant pour que vous compreniez que le Mali a compris, que le Mali sait que la fake news du journal Libération fait partie d'un plan. Bon, maintenant, dernière partie de notre analyse. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Je vous ai promis une dernière partie, troisième partie. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Comme on dit chez nous à Abidjan, pourquoi vous veza? France-Afrique, pourquoi vous veza? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? C'est l'objet de la troisième et dernière partie. Vous êtes, mes chers amis, 5000, plus de 5000 personnes en direct. Pouvez-vous penser à partager massivement cette émission? Nous ne sommes pas encore en partage suffisant. Nous ne sommes pas encore en partage suffisant. Vous êtes 3000 ici, sur YouTube. Vous n'avez pas tous pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Appuyez sur le pouce là, pour protéger. Vous êtes 2000 ici, il n'y a pas encore 2000 partages. Au total, vous êtes plus de 5000. Ayons 5000 partages. C'est vital. Cette émission est vitale pour comprendre, faire comprendre. Nous arrivons à la dernière partie. C'est la Maman Africa qui nous accompagne. Merci à toi, Aïcha. Mes amis, élevez le nombre de validations. Appuyez sur le pouce sous la vidéo. Je vous laisse le temps de le faire. Ensuite, on va continuer. Parce que je ne veux pas être interrompu. Voilà, très bien. Côté Facebook, ça avance. Côté YouTube, vous êtes presque 3000. Il y a 1322 validations. Appuyez sur le pouce sous la vidéo. Et partagez au moins une fois. Voilà, ça commence à aller. Ça va mieux. Merci à toi, la Maman Africa Aïcha Kone, compagne de nos directs. Écoutez, que signifie la fake news de Libération?
Elle signifie que le système mafieux de la France-Afrique n'a pas renoncé à décapiter la transition. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il faut rappeler que le président Assimi Goïta a été victime jusqu'ici de plusieurs tentatives d'assassinat. Certains d'entre vous ont peut-être oublié ces tentatives. La première, c'est en fait que on oublie souvent que le coup d'État qui a été fait contre Bandao, pour déposer Bandao, eh bien, en mai 2021, par le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, c'était un coup d'État qui avait pour but de sauver leur vie. Car en fait, l'ancien président de la transition, Bandao, qui avait été porté au pouvoir par le CNSP, le Conseil national de salut du peuple, dirigé par les 5 colonels, comme on les appelle, dont notamment le colonel Assimi Goïta, eh bien, le colonel Bandao, qui avait été retiré de sa ferme pour venir diriger la transition en tant qu'aîné, en tant que doyen, au nom de ce qu'on appelle chez nous au Mali le Koroya. Le Koroya, c'est un Koro. Ils sont allés le chercher. À un moment donné, il s'est retourné contre ceux qui l'ont porté au pouvoir et contre le mouvement révolutionnaire du M5 RFP, le mouvement du peuple. Et cela est arrivé quand Bandao s'est mis à écouter le chameau Gaspard Dieudonné, alias Alassane Dramane Ouattara, le dribbleur, qui est venu de Sendou et qui a renié Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et des Africains. Quand Bandao a tendu son oreille à ce roublard, à ce menteur, à ce mythomane d'Alassane Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara a amené Bandao à Paris, où il l'a retourné au service de la France-Afrique. Et puis on s'est mis à voir Bandao qui marchait maintenant avec Kaboré. On sait ce que ça a coûté à Kaboré. Et même, on a vu Bandao avec Tony Blair, l'autre grand rapace de la politique britannique, qui a participé à beaucoup de coups tordus contre l'Afrique. Donc, en fait, Bandao est devenu subitement un dirigeant france-africain. Il avait été converti et initié, eh bien, à la roublardise france-africaine, à la flagornerie, à la duplicité des pseudo-dirigeants de la France-Afrique par Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi des peuples africains. Donc, quand Bandao est revenu à Bamako, au mois de mai, il a commencé à dégommer les colonels qui l'ont porté au pouvoir du gouvernement. C'est-à-dire que les gens font leur coup d'État, ils t'installent, et puis toi, tu viens pour les enlever. Il s'est mis à dégager donc les 5 colonels. D'un coup comme ça, il renvoyait le colonel Modibo Koné, il renvoyait le puissant ministre de la Défense, Sadio Kamara, du jour au lendemain. Alors que ce sont ces hommes-là, aux côtés du colonel Assimi Goïta, qui l'ont porté au pouvoir. Donc il a fait ça à midi, l'après-midi, ils l'ont enlevé. Mais en fait, Bandao était supposé les virer, et ensuite il allait les accuser, et ensuite ils allaient être éliminés. Ces gens-là n'allaient pas échapper. Les colonels qui ont fait tomber Ibeka, s'ils avaient accepté la décision de Bandao de les mettre à l'écart, ils se seraient livrés à un arrêt de mort. Donc ça, c'est la première tentative d'assassinat qui les guettait. S'ils avaient accepté le remaniement de Bandao et de son homme de main, Mokhtar Ouane, tous corrompus par la France-Afrique, à travers Ouattara, ils étaient morts. Les gens n'ont pas noté que Assimi Goïta a échappé depuis qu'il a commencé à faire de la politique. Il a échappé à sa première tentative d'assassinat quand il a réussi à contrecarrer le coup d'État contre lui, eh bien, fait par Bandao. Parce que c'est lui qui a fait le coup d'État pour installer Bandao. Et Bandao a voulu lui faire un coup d'État contre son coup d'État. Si Assimi Goïta l'avait accepté, si les 5 colonels, comme on les appelle, l'avaient accepté, il ne serait plus de ce monde. Donc, notez ça. Mai 2021, c'était déjà la tête d'Assimi Goïta qui était posée sur le billard. Puis, ça ne s'est pas arrêté là. Deuxième tentative d'assassinat, c'était le 20 juillet. Le 20 juillet 2021, lors de la fête de l'Ad Adha, à la grande mosquée de Bamako. Un individu stipendié s'empare d'un couteau et essaye d'assassiner à l'arme blanche, en pleine mosquée, eh bien, le président Assimi Goïta. Bon, ça c'était la deuxième tentative. La deuxième tentative venait d'un individu instrumentalisé par le milieu religieux. Suivez-moi du regard. Un individu fanatisé par le milieu religieux qui a accepté littéralement de se sacrifier pour tuer Assimi Goïta. Et sans doute pour plaire, de son point de vue, à ses gourous qu'il avait envoyés.
Donc, on a instrumentalisé à un moment donné le milieu religieux parce qu'on a observé que quand Assimi Goïta va à la mosquée, il se comporte comme tous les autres musulmans. Il ne s'encombre pas trop de protocoles. Il est aisé à atteindre. Par la grâce du Tout-Puissant, Assimi Goïta a échappé à cet attentat. Donc, vous écrivez deuxième attentat. Premier attentat, mai 2021. Mai 2021. Mai 2021. Puisqu'on voulait les renverser pour, on voulait les renverser pour les éliminer. Deuxième point, deuxième attentat, l'attentat de juillet, le 20 juillet 2021 à 12h, le 20 juillet 2021 lors de la fête de l'Ad Allah. Alors, moi j'ai été très curieux de lire ce que la presse française a écrit. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que la presse française a écrit quand le président Goïta a échappé à un attentat, eh bien, le 20 juillet 2021. Je suis allé chercher ce qu'ils ont écrit. Et j'ai trouvé un article de Marianne. Marianne, un autre quotidien très habitué à mettre à prix la tête des Africains. Un quotidien qui s'est permis de m'accuser d'être un agent de Vladimir Poutine, sans le moindre début de preuve, d'être un agent de la Russie sans le moindre début de preuve. Allons lire ce qu'ils se sont permis de dire. Allons lire ce qu'ils se sont permis de dire lorsque le président Goïta a échappé à l'attentat au couteau. Je vous retrouve l'article. Goïta, attentat, attaque au couteau. Goïta, attaque au couteau. Je vais vous retrouver l'article qui m'intéresse beaucoup. C'est celui de Marianne. Marianne avait écrit quelque chose là-dessus. Je vais ajouter Marianne. Je l'avais mis ici. Marianne. La version de Marianne est très, très, très intéressante. Là où vous voyez comment, vraiment, ils étaient du côté de celui qui tenait le couteau. Bon, je commente maintenant cet article-ci très rapidement. Il est court, hein. Il n'est pas long. C'est cet article-ci de Marianne. Vous pourrez le retrouver. Si vous tapez Mali, tentative d'assassinat contre le président de la transition Assimi Goïta par Marianne, publié le 20 juillet 2021 à 12h41, vous allez trouver l'article. Voici ce qu'il dit. Première phrase de l'article. Hein. Le colonel putschiste Assimi Goïta, devenu président de la transition malienne le 24 mai, vient d'être la cible d'une attaque au couteau ce 20 juillet. Il semble qu'il n'ait pas été touché, selon des sources locales. Vous avez vu comment on le présente tout de suite? Je commente l'article en vous le lisant. Le colonel putschiste. Bon, si c'est un putschiste, c'est normal qu'on l'attaque au couteau. Parce que dire le président du Mali a été victime d'un attentat au couteau, c'est risquer de faire preuve de compassion. On dit qu'il est un putschiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait du mal. Donc c'est normal qu'on lui fasse du mal. Vous voyez comment Marianne écrit? Voilà. L'homme fort de Bamako vient d'être la cible d'une attaque. Donc il a beau être fort, il est la cible d'une attaque. Ce mardi 20 juillet, 2 personnes ont tenté de poignarder Assimi Goïta, président de la transition au Mali, depuis le 24 mai. Le colonel a ensuite été amené et ne semblait pas avoir été touché. C'est avec la prière et le sermon de l'imam, ou au moment où l'imam devait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta de dos. Mais c'est une autre personne qui a été blessée, a confirmé à l'AFP Latus Touré, régisseur de la Grande Mosquée. Donc ils ont relevé cette partie-là pour tenter d'associer l'image d'Assimi Goïta avec celle du mouton qu'on poignarde. Vous voyez comment ces journalistes-là sont dangereux? Ils prennent cette séquence-là pour essayer de créer dans l'esprit des gens une assimilation entre Assimi Goïta et le mouton. Autant on s'en va immoler le mouton, c'est au moment d'aller immoler le mouton qu'on a tenté d'immoler Goïta. Vous voyez comment les gens là sont mauvais? C'est de la communication rusée, perfide et diabolique. Il continue. Âgé de 38 ans, Assimi Goïta, co-auteur de 2 coups d'État en 9 mois, dont l'un avait chassé le président Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka du pouvoir, avait été officiellement investi président de la transition par la Cour suprême de son pays le 7 juin dernier. Donc on donne son âge et on le présente comme un double putschiste. C'est-à-dire que vraiment, du premier paragraphe de l'article au dernier paragraphe, on dit mais vraiment c'est dommage, pourquoi il n'a pas été tué? C'est un putschiste, c'est un double putschiste. C'est au moment où on se préparait à immoler le mouton qu'on l'a loupé. Oh là là, c'est pas possible. Voilà l'article. Ça, c'est Marianne. Donc, c'est vous dire que toutes les tentatives d'assassinat contre Assimi Goïta font les choux gras de la presse de la France-Afrique. Les médias mainstream ici, en France, fanatisés
par la volonté hégémonique du néocolonialisme français, boivent comme du petit lait. Tout ce qui peut frapper comme malheur, eh bien, Assimi Goïta. Je passe à la troisième tentative de coup d'État. Troisième tentative d'assassinat subie par le président Assimi Goïta. Elle a eu lieu le 22 juillet 2022. Le 22 juillet 2022, l'attaque du camp Sundiata de Kati, lieu de résidence d'Assimi Goïta, avait pour but de tuer Assimi Goïta. J'espère que vous le savez. Le président Assimi Goïta devait être tué le 22 juillet 2022. Il se trouve que les événements ont eu lieu au lendemain de mon départ du Mali, lors de mon dernier voyage. Je suis parti du Mali le 21 juillet, en atterrissant à Paris le matin, où je devais subir les tracasseries, eh bien, des renseignements généraux de la France-Afrique. On tentait d'assassiner déjà le président Goïta. On tentait de l'assassiner. L'attaque du camp Sundiata de Kati était une tentative d'assassinat. Les assaillants ont cherché à atteindre le lieu de résidence du président. Et les assaillants ont cherché à le tuer. Ça fait 3 tentatives de coup d'État. Et voici comment le quotidien français La Croix, le 24 juillet 2022, présentait cette attaque. Une attaque au cœur du pouvoir. C'est une attaque au cœur du pouvoir. Une attaque au cœur du pouvoir. Donc, le quotidien La Croix s'attachait à reconnaître que c'est une tentative de coup d'État. S'attachait à reconnaître que vraiment tuer Assimi Goïta, c'est poignarder le pouvoir malien au cœur. Et c'est ce qui est dit dans La Croix. Donc, l'annonce d'une attaque, d'un tir sur l'aide de camp du président Goïta le 2 novembre fait partie d'une littérature à laquelle nous sommes habitués. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de tentative d'assassinat réel, ils éprouvent le besoin de créer une tentative d'assassinat imaginaire, sous forme d'une piqûre de rappel pour maintenir le peuple malien, l'Afrique des libertés, tous les amis du Mali, dans une atmosphère d'anxiété, d'angoisse et de terreur. Vous avez compris? Même quand il n'y a pas de tentative d'assassinat, ils ont besoin, à défaut de tentatives réelles, de créer des tentatives imaginaires pour créer, eh bien, une habitude. Je vous ai donné 4 dates. 2021, mai, si Bandao avait réussi son coup d'État contre ceux qui l'ont porté au pouvoir, il les aurait arrêtés. Et ce n'est pas certain qu'ils seraient vivants. Assimi Goïta et ses compagnons. Deuxième tentative. Le couteau. Et vous voyez comment ils ont relayé ça dans leurs médias. Ils étaient tellement heureux de pouvoir en parler. Troisième tentative, l'attaque du camp de Kati, le 22 juillet. Il faut voir comment ils ont relayé, montrant que vraiment le pouvoir était atteint, il était frappé au cœur. Le pouvoir avait été poignardé. Et maintenant, vous voyez comment ils essaient d'insister, de forcer leur fake news. La nouvelle est fausse. Le gouvernement malien dit qu'il n'y a rien eu le 2 novembre. Le capitaine Traoré, personne ne lui a tiré dessus. Vous mentez. Il n'y a rien. Rien ne s'est passé à Koulouba du tel. Libération s'accroche. Non, ça s'est passé. On dit les preuves. Non, nous avons des témoins. Quels témoins? Qui a témoigné? Non, on ne peut pas dire. On a droit à la protection de nos sources. On dit, mais d'accord. Donc chacun peut se lever et dire, bon, avant-hier à l'Élysée, le président Macron s'est fait tirer dessus. On va lui dire, mais vous dites ça sur quelle base? Non, nous avons des témoins. On dit, mais quels témoins? La personne dit, non, je ne suis pas obligé de donner mes sources. Est-ce que les autorités françaises, là, accepteraient que les journalistes africains s'amusent à attribuer à des témoins imaginaires des tirs sur les aides de camp du président français ou les tirs sur le président français? Oui, ces gens-là, ils ne se sont jamais exercés à la réciprocité. Quand ils ont commencé à appeler matin, midi et soir le régime d'Assimi Goïta, la junte, le régime d'Assimi Goïta leur a dit ça une seule fois. C'est quitté dans leur bouche. Donc ça leur fait mal qu'on utilise leur méthode contre eux. C'est terrible, hein? Avant, là, c'était la junte. Dès que Abdoulaye Maïga, premier ministre intérimaire du Mali, est monté sur la tribune des Nations Unies et les a traités de junte, c'est quitté dans leur bouche. Donc, vous voyez la méthode qu'ils ont là. Les autorités maliennes disent qu'il n'y a pas eu d'attentat. Il n'y a pas eu de tir au palais de Koulouba le 2 novembre. Libération dit non, il y a eu. On dit à Libération, prouvez. Ils disent non, on a des témoins. On dit quels témoins? Ils disent non, on ne doit pas citer nos sources. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on comprendrait ici en France que des journalistes, que des citoyens français ou même
étrangers fassent la même chose et multiplient sur les réseaux sociaux des fake news sur la sécurité des dirigeants français, est-ce que la réciproque serait acceptable? Vous savez très bien que la réciproque pour eux est intolérable parce que, en fait, ils se considèrent comme des exceptions humaines sur la terre. Ils peuvent traiter les autres de toutes les pires façons. Il ne faut même pas leur rendre une seule de leurs pires façons. À la moindre de leurs pires façons que vous leur rendez, les voilà se scandalisant, criant, poussant des cris d'orfraie, comme si on avait inventé la glace. Eh bien, mes chers amis, maintenant je peux conclure. Que signifient donc ces attaques? Je vais vous donner, j'ai noté un certain nombre de raisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raisons. J'ai noté 7 raisons. Non, j'ai noté 6 raisons derrière ces attaques. Il y en a 6. Écoutez bien les 6 raisons. Qu'est-ce que ces attaques ciblées contre Assimi Goïta signifient? Qu'est-ce que cette fake news veut dire? Premièrement, que les terroristes ont une mission sacrée au Mali. Ils ont reçu cette mission des impérialistes. Il s'agit de terroriser pour imposer l'aide militaire occidentale aux Africains. Écrivez ça. Les terroristes que vous voyez frapper au Niger, frapper au Mali, au Burkina, qui essayent de frapper le Togo maintenant, qui frappent depuis longtemps au Nigeria, qui frappent au Cameroun, qui frappent au Tchad, tous ces groupes terroristes, ils ont une seule mission. Imposer la terreur aux Africains pour que les Africains acceptent à tout prix l'aide militaire occidentale, c'est-à-dire la présence militaire des armées de l'OTAN sur leur sol. Écrivez ça, ça c'est 1. C'est ça que ça signifie. Deuxième point. Cela signifie que la France-Afrique a juré d'avoir la peau du président Assimi Goïta et de ses compagnons par tous les moyens. Tous ceux d'entre vous qui ont la moindre illusion en ce sens ne sont pas sur cette terre et ils ne voient pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Quand vous voyez, vous savez que la France-Afrique est déterminée. Mais comme certains ont des problèmes de mémoire, nous allons donner la parole à M. Christian Cambon qui va rappeler la position officielle de l'élite politique française à propos de Goïta, à propos du Mali. Nous allons lui donner la parole. Lui-même va nous dire ce qui va arriver au Mali, parce que le Mali a décidé de se séparer de l'armée française. Monsieur le sénateur, avec tout le respect que je vous dois, permettez que je vous donne la parole. Président de la commission chargée de la défense à l'Assemblée nationale française, il s'est exprimé, c'était le 9 mai 2022, sur la chaîne officielle Public Sénat. Nous lui donnons la parole pour dire ce qui attend le Mali. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est lui. Il ne faut pas qu'on vienne encore ici dire que j'ai dit quelque chose de trop. Nous allons donner la parole à M. Cambon. Il va nous dire ce que le système France-africain a décidé. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont étonnés, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Cambon. On va parler de ce qui se passe au Sahel. Dégradation des relations entre Paris et Bamako. L'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc on est en difficulté parce que d'abord cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie, qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier, des malheureux qui sont morts, et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises qui avaient exécuté des gens. Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu démonter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien là encore à quel
quel niveau nous en sommes. Je veux dire, il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte d'un certain nombre de gouvernements, et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, assuré la souveraineté de ce pays. Et moi, je pense ici... Ok, on arrête là. Le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé des forces françaises qui ont assuré la souveraineté de ce pays. Donc la souveraineté du Mali était assurée par les forces françaises. Et s'être séparé des forces françaises, le Mali va payer très cher. Vous avez bien entendu, non? Alors, donc vous avez besoin qu'on vous explique quoi encore? Je dis bien, la France-Afrique a juré d'avoir la peau du président Assimi Goïta parce que celui-ci a décidé de coopérer avec la Russie. Et non plus avec l'OTAN, et non plus avec la France dans la lutte contre les terroristes. Le sénateur Christian Cambon, président de la commission de défense, lui-même dit que le Mali va payer très cher. Donc on passe, c'est évident. On passe à la troisième raison, la signification de toutes ces attaques. La peur panique qui s'empare de la France-Afrique devant le rapprochement actif des armées burkinabées et maliennes et la coopération mutuelle de ces armées qui est en passe d'être faite avec la Russie. Je recommence la troisième raison pour laquelle ils sont devenus fous. Nerveux, ils menacent partout, ils frappent sur tout ce qui bouge. Ils voient deux armées importantes du Sahel, l'armée malienne et l'armée burkinabé qui se rapprochent, c'est-à-dire qui veulent agir de manière concertée. Et ils voient très bien que cette concertation va impliquer l'armée burkinabé, l'armée malienne et la grande alliée du Mali, l'armée russe. Voilà la source de la panique. Et si vous voulez mieux apprécier la source de la panique, je vous donne une petite minute à écouter le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali, qui était en visite là, au Burkina, avec une forte délégation militaire malienne. Ensuite, je vais vous commenter ce point-là, pour que vous compreniez l'impact de ce changement tactique et géostratégique qui est en cours, en raison du rapprochement entre le président Assimi Goïta et son jeune frère, le capitaine, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ah là. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris pourquoi ils sont obligés de créer des fake news pour menacer le président Assimi Goïta, à défaut de pouvoir l'atteindre physiquement. Écoutez. Qui est à la fois un honneur et un plaisir. Là. Cette visite qui est à la fois un honneur et un plaisir a pour but de transmettre un message de fraternité. C'est le colonel du président de la Kamara transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son frère et cadet, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Nos deux États et au-delà, nos deux peuples sont non seulement unis par la géographie et l'histoire, mais se battent aujourd'hui au quotidien contre un ennemi commun, le terrorisme. Amin. Donc, nous avons reçu les instructions de nos chefs d'État de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens pour pouvoir faire face à cet ennemi commun. Amen. Et pour le bien-être de nos populations. Voilà. Vous avez compris? Mettre en commun nos efforts et nos moyens. C'est-à-dire que quoi? Vous avez une zone qu'on appelle la zone des 3 frontières. Elle est là comme ça. C'est la zone des 3 frontières. Il y a 3 pays. Il y a le Niger qui est là. Il y a le Burkina qui est là. Il y a le Mali qui est là. Les terroristes sont ici au milieu. Entre le Burkina, le Niger et le Mali. D'accord? Vous avez cette zone-là. Les terroristes sont au milieu là. Ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, la zone du Liptako-Gourma. Qu'est-ce qui va se passer? L'armée malienne, en coordination avec l'armée burkinabé, va les attaquer ici. L'armée burkinabé attaque là, l'armée malienne attaque. Ils seront pris en tenaille. Donc, ils seront obligés de fuir chez leur vice-patron Bazoum pour aller rester là-bas. Et chaque fois qu'ils vont revenir, les deux armées, en coordination, vont les combattre. Donc, il y a une situation tactique et géostratégique nouvelle qui se produit. Dans le Liptako-Gourma, c'est qu'il y a désormais 2 armées alliées contre les terroristes. Ce qui fait que les terroristes ne vont avoir pour base arrière de repli désormais que le sol nigérien, le territoire nigérien.
Vous avez compris? Dans le Liptako Gourma, là, le seul côté où ils peuvent aller se cacher, c'est le Niger, chez leur vice-patron, Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui va faire boum. Donc, lorsque le grand Sadio Kamara, avec son turban, avec son écharpe magique, se lève pour aller à Moscou, tout le monde sait quels sont les résultats qu'il y a pour le Mali. Quand le grand Sadio Kamara est envoyé par son patron, son leader Assimi Goïta, pour faire une réunion de travail de proximité avec l'armée burkinabé, wallahi billahi talahi, être terroriste va être dur à vivre dans la zone intermédiaire du Liptako Gourma dans les prochaines heures. Donc, c'est précisément ce rapprochement intime entre les armées maliennes et burkinabé qui vaut la montée en puissance des fake news. Parce qu'on veut absolument semer le doute sur la capacité des deux dirigeants de tenir bon. D'ailleurs, voilà pourquoi on a profité de ça pour citer précisément le nom de l'aide de camp du président Assimi Goïta. Vous savez comment il s'appelle l'aide de camp du président Assimi Goïta? Moi, je ne le savais pas, personnellement. Je l'ai appris grâce à Libération. C'est Libération qui nous dit comment s'appelle l'aide de camp du président Goïta. Mais je vais vous lire le nom pour que vous compreniez qu'on vise en réalité le président du Faso en parlant de ça. En menaçant Goïta, on en profite pour menacer indirectement le président du Faso. Écoutez comment s'appelle l'aide de camp du président Goïta. Et pourquoi ils ont tenu à inventer une fake news sur lui. C'est pour faire d'une pierre deux coups. Écoutez bien, c'est ça l'analyse politique. Mercredi 2 novembre, le capitaine Souleymane Traoré, proche du colonel président Goïta, a été atteint par un tir au palais présidentiel de Koulouba à Bamako. Voilà leur fake news. Voilà ce qu'ils disent. Ils ont profité du fait que le monsieur s'appelle Traoré. Ils ont profité du fait que lui aussi est un capitaine, comme le président du Faso actuel, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups. À la fin de leur article, ils disent que ce tir-là vise Goïta. Mais qui a été touché? Le capitaine Traoré. Est-ce que vous entendez en subliminal qui est visé? Celui qui est devenu un allié fort du président Goïta dans la lutte contre les terroristes. À savoir, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il précise ici Souleymane Traoré pour que l'opinion se dise même qu'à la limite, c'est même le président du Faso qui a été visé par un tir. Et c'est une manière de lui dire, toi qui te rapproches de Goïta, sache que tu peux être visé par un tir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est les messages des sorciers. C'est comme ça que les sorciers diffusent leurs messages. En subliminal. C'est-à-dire que d'une pierre, ils font deux coups. En disant que le fameux fake news, la fameuse fake news de tir sur l'aide de camp du président Goïta est quand même une vraie information. Ils veulent menacer deux présidents à travers cet article. Ils veulent menacer le président Goïta en inventant que son aide de camp a pris une balle dans le palais présidentiel. Mais comme il s'appelle Traoré, ils en profitent pour utiliser son nom Traoré et le fait qu'il a le même grade que le président du Faso. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient vu ça. Est-ce que vous aviez vu comment ils ont monté leur fake news pour épouvanter tout le monde? En fait, le but, c'est d'effrayer le peuple burkinabé, d'effrayer le régime de transition du MPSR au Burkina, d'effrayer le peuple malien et d'effrayer le gouvernement de transition du Mali. Par une seule fake news, on menace les deux chefs d'État. On les menace pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de mettre en commun leurs armées pour combattre les terroristes. Mais qui dit mise en commun de l'armée burkinabé avec l'armée malienne, dit que ça va se faire en coordination avec l'armée russe qui est l'allié principal du Mali. Mais il ne peut pas y avoir une coordination avec l'armée russe du côté du Mali et du côté du Burkina en même temps une coordination avec l'armée française. Car vous avez bien compris que l'armée française et l'armée russe ne sont pas en odeur de sainteté l'une pour l'autre. D'où il s'ensuit que le rapprochement militaire burkinabéo-malien signifie que le grand partenaire de la lutte, le grand partenaire international de la lutte antiterroriste pour les deux pays va être incontestablement la Russie. Écrivez ça. Nous sommes dans l'analyse politique et géopolitique. Vous voyez le Mali en train d'aller coopérer avec le Burkina en sachant que ces informations vont être récupérées par
l'armée française? Non. Si le Mali dit qu'il va coopérer étroitement avec le Burkina, c'est à condition que le Burkina ne coopère pas avec des puissances que le Mali considère comme ennemies, voire hostiles. C'est clair pour tout le monde? Donc voilà pourquoi on menace en même temps Assimi Goïta et on menace Ibrahim Traoré. Le pauvre aide de camp, notre frère, eh bien, le capitaine Souleymane Traoré, est seulement utilisé. Il est seulement utilisé au passage pour ça. Ils ont trouvé très intéressant le fait qu'il s'appelle Traoré aussi et qu'il soit capitaine. Et ils ont dit, bon, on va dire que le capitaine Traoré a pris une balle. Et comme il est l'aide de camp du président Assimi Goïta, ça va être comme si le prochain à prendre une balle, ça va être le président Assimi Goïta. Et comme il s'appelle capitaine Traoré, ça va aussi menacer le président du Faso, qui va avoir peur de se prendre une balle s'il nous désobéit. Vous avez donc tout compris. Je passe à la 4e signification. Derrière toutes ces attaques réelles et imaginaires qui sont inventées pour terroriser, il y a le désespoir des terroristes devant le progrès des forces armées maliennes. Les FAMA ont fait des progrès énormes. Leur montée en puissance est tangible, la preuve. Pendant le mois d'octobre 2022, ils n'ont perdu aucun homme. Ça faisait longtemps que les FAMA n'avaient pas réalisé une telle prouesse. Réussir à préserver leur vie tout en combattant, ça a été le cas en octobre 2022. Ce qui indique qu'ils ont monté en puissance, en cohésion, et que l'ennemi les fuit et rase les murs. L'ennemi nage dans les rigoles du Mali, il fuit dans la brousse comme les bêtes sauvages, il s'évapore, l'ennemi, à l'approche des FAMA. Donc, quand vous les voyez fabriquer des attaques imaginaires, c'est parce qu'ils ont des problèmes au niveau des attaques réelles. N'est-ce pas? Maintenant, on passe à la raison 1, 2, 3, 4, 5e raison. Nous sommes dans le cadre de ce qu'ils ont eux-mêmes appelé la guerre informationnelle de la France-Afrique. La France-Afrique a choisi d'ouvrir ses médias mainstream aux terroristes. C'est elle qui fait la couverture de presse, par exemple, d'Amadou Koufa, qui a été ressuscité après avoir été donné pour mort plusieurs fois par les mêmes journaux. Ils l'ont ressuscité et en ont fait à un moment donné le porte-parole. Ils en ont fait le porte-parole à un moment donné, eh bien, de la résistance contre le régime de Goïta. Dans le cadre de la guerre informationnelle, la France-Afrique est en train d'utiliser le front religieux. Ils veulent utiliser absolument le monde religieux, en instrumentalisant aux besoins des incidents de fanatiques manipulés. Je recommence. La guerre informationnelle, elle passe également par le milieu religieux. On infiltre dans ce milieu religieux des incidents de fanatiques manipulés. C'est-à-dire que c'est très simple. Pour provoquer la colère des musulmans, il suffit de susciter un blasphème. Une fois qu'on suscite un blasphème, on permet à des imams suspects, connus pour leur double jeu, leur duplicité, de se repositionner au cœur de la foule et de mener des mouvements contestataires dans la ville. Mener des mouvements contestataires au Mali. On permet à des imams politicards, à des imams corrompus, de refaire des bains de popularité. J'espère que vous avez compris, Maliennes, Maliens, le montage du dernier incident. C'est un incident qui doit être pédagogique et pour les autorités et pour le peuple et pour mes frères et sœurs musulmans du Mali et pour toutes les religions du Mali. J'ai donné une conférence ici sur la paix religieuse et j'ai insisté sur le fait qu'il faut que les autorités religieuses maliennes soient étroitement associées aux autorités politiques pour que bientôt il va y avoir d'autres blasphèmes, d'autres provocations. Dès qu'il y a des actes comme ça isolés, toutes les autorités de toutes les religions se rassemblent autour du gouvernement et condamnent pour que ça ne serve pas de motif, pour provoquer des remous et provoquer des mobilisations qui vont être manipulées par les imams politicards. Quand j'ai vu Neymar de Badalabougou, que vous connaissez, l'imam Neymar de Badalabougou, quand je l'ai vu dans la foule des manifestants qui protestaient de façon légitime contre le blasphème du Coran, j'ai compris que c'est devenu un nouvel outil de manipulation du monde religieux. Qu'est-ce qu'on fait? On provoque des blasphèmes. Grâce au blasphème, on énerve les croyants. Grâce à l'énervement des croyants, on obtient des manifestations de masse. Grâce aux manifestations de masse,
on repositionne des imams corrompus qui se mettent à manipuler les masses contre le gouvernement. Est-ce que tout le monde a compris ça? Voilà pourquoi j'invite mes frères et sœurs musulmans du Mali à rester vigilants. Les autorités musulmanes, les autorités chrétiennes, les autorités de toutes les religions traditionnelles doivent faire preuve de solidarité avec le gouvernement dans cette période difficile. Quand il y a un incident blasphématoire, tout le monde condamne. Tu es chrétien, autorité protestante, tu condamnes. Autorité catholique, tu condamnes. Autorité de religion traditionnelle, tu condamnes. Autorité musulmane, tu condamnes. On les convoque tous, on leur dit signez une condamnation. Condamnez tous. Parce que si vous condamnez tous, il s'ensuit que, tout naturellement, les gens ne vont pas se mettre à manifester comme si le gouvernement n'était pas pour la protection des croyances. Puisque toutes les autorités se seront jointes au gouvernement pour dénoncer, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Donc, j'ai proposé ce mécanisme de veille des provocations pour éviter que les imams politicards se mettent à exploiter la colère légitime des croyants de toutes les religions qui peuvent se sentir piétinés par des actes blasphématoires. Faites attention, il y a des politiciens manipulés par la France-Afrique qui vont utiliser des provocations blasphématoires pour provoquer des manifestations et au terme chercher à déstabiliser le gouvernement avec ça. Ça fait plusieurs jours que je le dis. Et je suis intervenu ici pour demander pardon aux autorités maliennes. Et pour dire à mon doyen bien-aimé, Doumbi Fakoli, que je ne suis pas d'accord avec ses propos en soutien aux jeunes blasphémateurs isolés qui a manqué de respect à la religion musulmane, qui a manqué de respect aux croyances des musulmans. La laïcité chez nous en Afrique, ce n'est pas le droit de caricaturer les prophètes des gens. Ce n'est pas le droit de piétiner les croyances des gens. Ce n'est pas comme ça que nous, on pratique la laïcité en Afrique. En Afrique, notre tradition, c'est le respect des croyances de chacun. Le respect des croyances de chacun, dès lors que ces croyances ne nuisent ni à la paix, ni à la sécurité de tous. Donc, moi, j'ai condamné ici le soutien apporté par mon doyen bien-aimé, que j'aime beaucoup, le doyen Doumbi Fakoli. C'est un écrivain africain extrêmement important. Mais j'ai condamné son soutien à ce jeune écervelé qui s'est permis de profaner, de blasphémer, de mépriser la religion des gens. Un dirigeant de quelque religion que ce soit, et surtout de la religion africaine ancienne, ne doit pas encourager au mépris des autres religions. Il doit au contraire prêcher par l'exemple. Il doit au contraire convaincre en touchant les cœurs. Il ne faut pas qu'au nom de la réhabilitation de la religion traditionnelle africaine, on commence, nous aussi, qui sommes attachés à la tradition africaine, à lancer des fatwas contre les gens. Donc moi, j'ai condamné fermement le soutien du doyen Doumbi Fakoli et j'ai demandé et je redemande publiquement pardon aux autorités maliennes, au président Assimi Goïta. Je demande pardon au Premier ministre. Je demande pardon aux magistrats. Une fois que vous aurez jugé, permettez à notre doyen, à son âge, de rentrer à la maison. Moi-même, j'ai été le premier à lui dire qu'il a eu tort. Parce qu'en fait, on instrumentalise des actes de blasphème isolés pour troubler le Mali, pour tenter de renverser la transition. Et je suis sûr que le doyen Doumbi Fakoli, qui est un ardent partisan de la transition malienne, eh bien, a fait preuve dans cette affaire-là de naïveté. Il s'est fait avoir. Il s'est laissé abuser par ses émotions, par son amour excessif de la tradition africaine. Il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Jamais je ne vais encourager qui que ce soit qui va se lever ici. Il va dans une église, il brûle ceci, il casse ceci. Jamais. Pourtant, je suis un défenseur de la renaissance de la tradition africaine. Il faut respecter chaque religion. Si quelqu'un n'est pas de ta religion, laisse-le avec sa religion et ne méprise pas sa religion. Tu n'as pas besoin de mépriser les religions des gens. Et d'ailleurs, si tu as bien compris ta religion, tu auras de l'amour pour tous les êtres humains, quelle que soit leur religion. Si eux aussi, d'ailleurs, ont bien compris leur religion. Car toute religion conduit, in fine, d'une manière ou d'une autre, à l'amour du prochain, au respect du prochain, à la sacralité de la vie, à la recherche de la paix. Toute authentique religion recherche la paix, la justice, la vérité. Eh bien, les relations apaisées entre les hommes. Donc attention,
ils sont là, ils vont essayer de manipuler, les religions. Il ne faut pas tomber là-dessus. Je finis cette conférence. Alors donc, dans le cadre de la guerre informationnelle, ils utilisent donc la place de Côte d'Ivoire, la place du Niger, la place du Sénégal pour envoyer des fausses nouvelles au Mali. Il faut que les autorités maliennes sachent qu'on utilise la place d'Abidjan, la place de Dakar et la place de Niamey pour infiltrer la société malienne par des fake news. Il ne faut pas l'oublier. Donc il faut mettre en place aussi une politique de surveillance de la circulation des fake news alimentée par ses vassaux. Bazoum, Ouattara, Macky Sall. Attention, il faut prendre des mesures sérieuses contre eux parce que ce sont des gens insidieux, hypocrites et extrêmement dangereux. On veut, dans le cadre de la guerre informationnelle, présenter le président Assimi Goïta comme un homme recherché, comme un wanted. Voilà pourquoi on a fabriqué le récit du sniper. Le récit du sniper a pour but de présenter le président Assimi Goïta comme un futur John Kennedy. De le présenter comme la future victime d'un acte. En fait, il s'agit de tentatives de prédire ce qu'on veut voir arriver. Ce sont des actes, en réalité, qui ont une visée prémonitoire, qui ont pour but de préparer l'esprit à des préparatifs d'attentat. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mener cette guerre informationnelle. C'est dans le cadre de cette guerre informationnelle qu'ils ont décidé de s'attaquer frontalement aux intellectuels panafricanistes comme moi. S'attaquer aux militants, aux mobilisateurs, aux leaders, aux éveilleurs de conscience panafricanistes, comme Nathalie Yam, comme Kemi Seba et beaucoup d'autres. Ils sont déterminés, car ayant perdu la bataille sur le terrain des arguments, ils veulent la gagner sur celui de la force, de la ruse, de la vilainie, de la perversité et de la méchanceté. Et les fake news vont se multiplier. Attendez-vous à des fake news contre moi-même. Attendez-vous. J'en ai déjà été victime, mais ils vont en organiser. Ils vont organiser des fake news contre Nathalie Yamp. Ils vont organiser des fake news contre Kemi Seba. Tous ceux qui ne se sont pas soumis à l'ordre injuste de la France-Afrique vont être l'objet d'un traitement informationnel infamant. Soyez prêts. Soyons prêts. Ne nous laissons pas démonter. Ne croyez pas ce qu'ils vont vous raconter. Car s'il y avait quelque chose, il y a longtemps que ça se saurait. Ils vont inventer des choses comme le fameux tir. Enfin, je viens à la dernière raison. Il ne faut pas exclure donc l'hypothèse que bientôt de vrais snipers et des attaques de drones criminels soient organisées contre les autorités maliennes. Je recommence. Il ne faut pas du tout exclure l'hypothèse que bientôt de vrais snipers et notamment des attaques de drones criminels soient organisées contre les autorités maliennes. Ça fait plusieurs fois que je souligne cela. J'observe qu'ils ont diversifié leur mode d'élimination des dirigeants étrangers qui ne leur plaisent pas. Ils ne réussissent pas par le poison. Ils ne réussissent pas par l'arme blanche. Ils ne réussissent pas par un sniper. Maintenant, ils ont un moyen extrêmement terrible. C'est l'utilisation de drones chargés de larguer des charges explosives. C'est comme cela que un officier important de l'armée iranienne a été tué en Irak. C'est comme ça que plusieurs dirigeants sont l'objet d'attentats à travers le monde. Ils ne passent même plus par terre, ils envoient un drone qui va planer sur le cortège et qui va larguer des charges. Donc il faut que les autorités maliennes redoublent de vigilance et de prévoyance. C'est-à-dire qu'elles intègrent des dispositifs de protection des personnalités qui prévoient les attaques dernière génération. Les attaques dernière génération. N'oubliez pas que ils sont en train de tout faire pour simuler une rébellion à la frontière mauritanienne, à la frontière sénégalaise, à la frontière nigérienne, à la frontière ivoirienne. Et s'ils le peuvent même, ils aimeraient simuler des attaques rebelles à partir de la frontière guinéenne. Donc il faut absolument prendre conscience du fait qu'on est dans une période où le gouvernement va connaître une succession de tentatives de déstabilisation. La mobilisation exceptionnelle de moyens militaires qu'on observe et qui entre par le port d'Abidjan pour remonter vers la frontière ivoiro-malienne, pour remonter, entrer au Niger. Et le fait que le Burkina n'a pas fini encore d'assainir son territoire de la présence de forces étrangères, tout cela contribue pour le moment à fragiliser encore fortement le dispositif de sécurité du Mali. Il va falloir continuer à le renforcer. Il va falloir prendre des mesures modernes pour se protéger contre les attaques modernes.
Voilà ce que je souhaite pour les dirigeants du Mali. Et j'espère qu'en cette conférence, qui a tenu 1h30, je vous ai permis de voir tout ce qui se cache derrière le fait que le journal, entre guillemets, Libération, s'accroche derrière sa fake news. Ne me dites pas après ça que vous n'avez pas compris. Vous étiez près de 6000 personnes en direct de cette conférence. Plus de 6000, puisque vous étiez plus de 3900 ici, sur YouTube, et plus de 2120 ici sur Facebook. Êtes-vous autant de personnes à avoir appuyé sur le pouce levé sous cette vidéo? Êtes-vous autant de personnes à l'avoir partagé? Je le souhaite. Je vous souhaite, mes chers amis, une excellente fin de week-end. Je vous souhaite également vraiment force et courage, où que vous soyez à travers le monde, contre la méchanceté. Je redonne la parole à la Mama Africa, qui nous a accompagnés au début, pour qu'elle nous accompagne à la fin. Et je renouvelle mes vœux de bon anniversaire à mon jeune frère, le bombardier B52, le Korok Bigbi. Le Korok Bigbi, eh bien, sous les de Paris. Porte-toi bien. Et à tous nos camarades de Génération et Peuple Solidaire, je renouvelle une fois de plus ici mon affection. Bravo à tous ceux qui, aux côtés du leader de la résistance ivoirienne, Guillaume Kibafori Soro, continuent l'œuvre. Je félicite le nouveau président de notre association internationale des amis de Guillaume Kibafori Soro, eh bien le doctorant Lawrence Atilade, brillant politiste ivoirien, qui saura conduire les destinées de notre association internationale d'amis de Guillaume Kibafori Soro. Soyez bénis. Peuple malien, sois béni. Président Assimi Goïta, tenez bon. Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, tenez bon. Premier ministre intérimaire, Dr Colonel Abdoulaye Maïga, tenez bon. Monsieur le ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara, tenez bon. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Énarque, Abdoulaye Diop, tenez bon. Frères et sœurs du gouvernement malien, tenez bon. Peuple malien, peuples africains, tenons bon. Nous verrons 2024 et nous verrons l'élection populaire, démocratique d'un leader révolutionnaire, d'un leader panafricain voulu par le peuple malien, peuple pionnier de l'émancipation africaine. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien, mes amis. N'oubliez pas de partager cette analyse du week-end. Merci de votre confiance. Merci à ceux et à celles d'entre vous qui continuent à soutenir nos deux chaînes, ici par des abonnements spéciaux, côté YouTube, et là, par des étoiles. Merci infiniment. Merci pour vos dons d'étoiles. Merci. Côté Facebook, et merci pour vos abonnements spéciaux. Vous pouvez vous abonner spécialement à notre chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Je crois que ça va de 2,99 pour être membre à 0,99 pour être sympathisant. 0,99 centimes d'euros et 2,99 pour être membre de notre chaîne YouTube Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Pour les étoiles, ceux d'entre vous qui sont dans les pays où cela est possible, ils nous soutiennent comme ils peuvent. Je vous suis infiniment reconnaissant. Nous vous sommes reconnaissants. Portez-vous bien. C'est la Mama Africa. Merci. Douglas Wilson, bienvenue. Merci Douglas. Patricia Digbo, merci, fidèle membre de notre chaîne. Jacques Aurélien, je vous salue les membres de notre chaîne YouTube, les membres fidèles.
Merci Patricia. Et vous tous mes amis, partout où vous êtes à travers le monde, je vous salue. À demain. Bonne nuit à tous. Mariam Djenga, Michael Pito, l'homme de la Guadeloupe. Je vous salue à la Guadeloupe. Je vous salue en Martinique, à Haïti, à La Réunion. Je vous salue mes amis. Je vous salue en Polynésie. Je vous salue en Guyane. Merci. Merci infiniment.